Soir à 20 heures, tous les mardis à 20 heures, on prend un moment, une demi-heure pour échanger librement autour de la naturopathie. Vous pouvez venir avec vos questions et j'essaye d'y répondre. Alors attention, hein, je ne suis pas un puits de science. Salut TRDAV 5588, Colorine Création, bienvenue. Ah, salut, pas besoin de faire de demande, hein. Juste vous rejoignez le direct, vous êtes là, il n'y a aucun problème. Salut Kenza Braiga, salut Vincent, et salut François. Ah bah il y a du monde. Salut Kenza. Alors, super, bah, j'étais en train de dire que voilà, c'est super, vous êtes là en plus. Donc ça va être un rendez-vous tous les mardis pour parler de la naturopathie. Et vous venez avec vos questions et puis on essaye, salut François, et on essaye, voilà, j'essaierai d'y répondre au maximum, tout en précisant bien sûr que je n'ai pas réponse à tout, que je ne suis pas un puits de science, je ne suis pas médecin non plus, donc merci Kenza. Bon, il y a un petit filtre, hein, c'est une pudeur, enfin, j'ai pas les super objectifs des professionnels, donc on essaye de corriger un petit peu ça. Voilà, donc je suis très contente que vous soyez là. Et donc ce que j'ai proposé, c'est éventuellement que vous posiez vos questions et qu'on essaye d'échanger. Alors si vous avez aussi des informations à communiquer, eh bien n'hésitez pas surtout à participer, à échanger vos savoirs. On a tous à apprendre les uns les autres, hein. Donc voilà, est-ce que vous avez déjà des questions ? Parce que moi, j'en ai eu quelques-unes là en préparation. Donc voilà, c'est... Alors, je vais commencer du coup. Alors, peut-être juste une petite introduction pour rappeler ce qu'est la naturopathie, mais genre en 5 minutes, hein, vraiment très rapidement. Donc, la naturopathie, c'est reconnu par l'OMS comme une médecine traditionnelle, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique, qui est la médecine indienne traditionnelle. Voilà, donc la naturopathie, c'est à la fois un intérêt pour les causes. Alors, on va toujours chercher... Ouais, d'accord, bah, je vais te parler après des champignons, Kesa. On va aller toujours chercher avec la naturopathie la cause de nos maux, toujours chercher la cause de la cause même, et essayer justement de supprimer les causes quand c'est encore possible. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas éliminer toutes les causes. On a des vies qui sont très challengeantes pour notre potentiel vital homéostasique, c'est-à-dire notre potentiel naturel d'auto-guérison. Donc, on est obligé de contrer ça un petit peu avec, eh bien, on va déjà améliorer l'alimentation, on va déjà améliorer tant que faire se peut l'hygiène de vie. Et parfois, ce n'est pas suffisant, donc viennent s'ajouter à cela et soutenir l'effort, viennent les plantes, les champignons, effectivement, les compléments alimentaires, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, parce que beaucoup de gens me disent, moi j'ai envie de prendre soin de moi uniquement par l'alimentation et l'hygiène de vie. C'est très très bien, c'est une très bonne base et on a fait les 3/4 du travail en faisant ça. Seulement aujourd'hui, l'alimentation, les fruits, les légumes, toute l'alimentation, notre alimentation, même si on la prend naturelle, même si on la cuit de manière la plus respectueuse possible pour les nutriments, elle manque de nutriments. Par exemple, une orange d'aujourd'hui, c'est 20 fois moins riche en vitamine C qu'une orange d'il y a 50 ans. Donc ça, c'est un vrai problème. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres, mais la teneur en fer de la viande a énormément diminué également. La teneur en vitamines de tout ce que l'on mange, en nutriments, etc., a diminué. Donc on est obligé de rajouter. Aujourd'hui, je pense que les compléments alimentaires, certains compléments alimentaires sont nécessaires et obligatoires, même je dirais pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart des gens. Alors, parler des champignons. Je ne m'attendais pas à ça. Parler des champignons. Bah, la mycothérapie, en fait, elle a toujours existé. Elle a existé depuis la nuit des temps. Et on a même retrouvé sur une momie datant d'il y a plus de 5000 ans deux champignons médicinaux
La personne qui a été momifiée comme ça, donc qu'on a retrouvée dans les Alpes, elle avait, je crois, un polypore sur elle qui a des propriétés cicatrisantes, qui a des propriétés antiseptiques. Enfin bon, c'est un très bon champignon médicinal. Et puis un autre, je ne sais plus si c'était de la madouvier ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est utilisé depuis très longtemps et c'est bien sûr utilisé en médecine traditionnelle chinoise depuis des centaines et même des milliers d'années. Donc ça, c'est un petit peu bon pour vous donner un peu l'historique de l'utilisation des champignons pour la santé humaine. Et comment dirais-je? Alors les champignons, on les connaît aussi, par exemple, la pénicilline, c'est un champignon aussi, hein. Donc ça vient d'un champignon. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la mycothérapie, donc c'est l'utilisation des champignons pour la santé humaine, elle a vraiment le vent en poupe. C'est quelque chose qui va se développer, je pense. Et pourquoi? Parce que avec les champignons, en fait, on va agir sur trois strates. C'est ça que j'aime bien, moi, avec les champignons. On va agir tout d'abord sur la nutrition. Et ça, on y revient, hein, nos aliments sont trop carencés en minéraux, vitamines, oligo-éléments. Et on a besoin aussi d'apport de fibres. Et les champignons sont super forts pour ça. Ils apportent beaucoup de fibres insolubles. Donc, au niveau de la nutrition, on va avoir beaucoup d'oligo-éléments, etc. C'est très, très riche. Salut Doulil et salut Troisième œil, bienvenue. Donc ça, c'est le premier point, c'est la nutrition, très important. Le deuxième point, eh bien, c'est que les champignons contiennent des molécules actives, dont par exemple les bêta-glucanes, dont on parle beaucoup, ce sont des polysaccharides, des molécules qu'on utilise également en oncologie, on fait des extractions de ces molécules, et on les utilise notamment pour, en tant qu'adjuvant à certains traitements du cancer. Donc je pense par exemple au PSK, au Lantinane. Ce sont des choses qui sont extraites des champignons. Le chaga est très intéressant par exemple en oncologie. Et il y a 50 médicaments conventionnels qui contiennent des extraits, enfin des dérivés du chaga. Voilà, pour vous dire un petit peu que les champignons sont des véritables pharmacies à eux tout seuls. C'est des laboratoires de production de molécules chimiques actives. Et donc, pourquoi ils font ça? Parce que dans la nature, la plupart du champignon est sous terre, donc très exposé à toutes sortes de microbes, à toutes sortes de levures aussi. Donc, il faut savoir que les champignons peuvent être antifongiques et ils savent se défendre contre tout ça. Et la troisième dimension que j'aime beaucoup avec les champignons, c'est qu'on va pouvoir travailler sur le terrain. En apportant cette nutrition, en apportant ces molécules, etc. pendant quelques temps, on peut modifier un petit peu le terrain, l'améliorer en tout cas. Voilà pour la mycothérapie. Et moi, ce que j'aime en mycothérapie, et c'est pour ça que c'est mieux de passer par un professionnel, je prêche un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai, c'est vraiment aller cibler en fonction du terrain de la personne. Et pour ça, il faut échanger. Et puis, il faut surtout avoir bien connaissance de ses antécédents, etc. On ne peut pas donner n'importe quel champignon à n'importe qui. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir apporter un mélange presque sur mesure à la personne. Et là, en fait, ça va avoir une action harmonisante. Mais voilà, moi, je ne prétends pas soigner avec les champignons ou avec quoi que ce soit de toute façon, puisque je ne suis pas médecin. Donc c'est un très bon complément, si vous voulez, à la médecine conventionnelle. Et par exemple, même pour les cancers, pendant la chimio, pendant la radiothérapie par exemple, ça peut aider à limiter les effets secondaires. Et certaines études remontent que ça peut aussi améliorer l'efficacité des traitements conventionnels. Voilà, voilà. Donc, champignons médicinaux, pensez au reishi. Quelles sont les plantes qui soulagent l'arthrose? Ok.
Pensez au reishi, pensez par exemple à l'éricium, Erinaceus, qui est un champignon qui est étudié aujourd'hui pour aider les malades d'Alzheimer, puisqu'il aide beaucoup à la restauration des cellules nerveuses. C'est un champignon très intéressant et il répare aussi, des études ont montré qu'il était favorable à la santé intestinale également. Salut, bonjour Yacine Bayod, bonjour, bienvenue. Donc, c'est un plaisir. Donc voilà, on parlait des champignons médicinaux. Et le chaga aussi. Là, par exemple, le chaga, au moment de l'été, vous pouvez vous faire une cure de chaga juste pour avoir un beau bronzage là. Parce que le chaga, il va apporter, merci Kenza, j'ai compris la question. Hein. Le chaga, il va vous apporter beaucoup de mélanine, donc cette molécule qui fait qu'on bronze. Et donc ça peut aider à bien bronzer sans prendre de coups de soleil, quoi. Voilà. Donc après, des plantes pour l'arthrose, ça vous faites une recherche sur Google, vous allez trouver. Mais il y a une plante qu'il faut explorer à tout prix. Je pense que c'est très intéressant pour beaucoup d'entre nous. C'est la Boswellia. Boswellia, c'est l'encens en fait. Connu depuis la nuit des temps, hein. Les rois mages ont apporté l'encens à l'enfant Jésus. Vraiment, Boswellia, c'est une plante qu'il est important d'explorer, je pense, pour plusieurs raisons. Elle a des vertus anti-inflammatoires. Elle a des vertus aussi un peu antihistaminiques pour la libido, cordyceps. Elle a des vertus, comment dirais-je, alors anti-inflammatoires, antihistaminiques, et ça va être aussi très très bien donc pour les douleurs et tout ça. Donc et c'est un antidépresseur. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais, pour la libido, hein, c'est le Viagra du Tibet, le cordyceps. Elle est top cette plante, ouais, vraiment Gloria, elle est super. La Boswellia, très intéressante. Et notamment ça a été apparemment testé sur des personnes qui avaient une arthrose du genou avec grand succès. Bon après, je vous laisse chercher en ligne parce que ces informations, on les trouve relativement facilement. Mais c'est vraiment une plante... en tout cas qui m'intéresse beaucoup. Encore un champignon. C'est une monomanie. De toute façon vous avez l'arpagophytum aussi. Ah oui, pour la libido. Ouais, moi je suis plutôt... j'irai vers le cordyceps, quoi. Mais en fait, c'est toujours pareil. Quel est le problème, quoi? Pourquoi il y a Il y a aussi essayer de voir un petit peu comment on peut... favoriser la production de dopamine, qu'est-ce qui fait, il y a certainement la dimension du plaisir, la dimension de la détente, qu'est-ce qui cloche, quoi. C'est vraiment quelque chose je pense que c'est quelque chose à creuser, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi, ça dépend, il faut voir la cause, quoi. En naturopathie, on va toujours creuser, c'est pour ça que c'est un peu difficile parfois de répondre aux questions parce que quelle est la cause de cette libido éteinte? Est-ce une dépression derrière? Est-ce qu'il y a un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs? Comment aborder la question? C'est pas toujours évident comme ça. Mais en tout cas, quand je pense libido, je pense cordyceps tout de suite. Et c'est vrai qu'il était réservé à l'empereur en Chine à un moment et qu'il l'utilisait beaucoup pour pouvoir satisfaire toutes ses concubines, quoi. Voilà. Donc, je voulais voir aussi... Ah oui, j'ai eu d'autres questions. Sommes-nous, de Gloria, Colorine Création, sommes-nous dans une bonne période pour faire une détox? Alors, moi je dirais que déjà c'est pas quelque chose que je recommande, la détox. Dans mon école, nous on n'a pas été du tout amenés à proposer ou comment dirais-je, on part du principe que le corps sait se détoxifier par lui-même. D'accord? En principe, bien sûr. En principe, si on ne l'empêche pas de le faire.
Donc ça veut dire qu'en premier lieu, la première, Kenza me dit qu'elle pose beaucoup de questions. C'est génial Kenza, merci beaucoup. Hein. La première chose à faire, c'est un réglage alimentaire pour s'assurer déjà qu'on consomme suffisamment de fibres, de fruits, de légumes, qu'on a une alimentation qui est équilibrée et de saison. Parce que la saison, ce qui nous entoure, nous apporte toujours en fait ce dont on a besoin au moment, à l'instant T, quoi. Donc quand il fait chaud, on va avoir des légumes comme le concombre par exemple, qui va être très rafraîchissant, un peu diurétique et tout ça. Donc voilà, c'est déjà avoir une alimentation qui soit équilibrée et qui permette à nos organes de bien se détoxifier naturellement. Ça c'est le premier point. Ensuite, si vous voulez aider vos organes à le faire davantage parce que vous sentez que vous êtes un peu encrassé, etc. Et si vous avez la forme pour le faire, parce que tout le monde ne peut pas à tout moment faire une détox. Si on est déjà fatigué, on va oublier ça. On va déjà essayer d'équilibrer son alimentation. Donc ça, c'est vraiment mon approche, c'est une approche douce et personnalisée. Donc pour une personne, je donnerai tel conseil, mais pour l'autre, qui sera un peu plus affaiblie, un peu frileuse par exemple et tout, j'irai pas lui proposer une détox. Voilà. Oui. Eh bien donc, alors, il y a bien sûr le pissenlit qui est intéressant. Il y a le pissenlit, donc, qui est une plante amère et qui est très intéressant. Il va être diurétique, mais il va aussi apporter beaucoup de minéraux et tout. Il est très, très bien. Et on va avoir des plantes comme le romarin, la menthe, qui peuvent aider à la digestion, stimuler un petit peu le foie. Et un champignon en mycothérapie qui va être super intéressant pour le foie et pour la détox, parce qu'il amène les enzymes pour les 3 phases de détox, ça va être le reishi. Voilà. Le reishi, d'ailleurs, si vous le regardez, il a un peu une forme de foie. Il est rouge, il a un petit peu, je sais pas, il est plat comme ça, il est un peu étalé. Donc, très intéressant le reishi, et il est apaisant aussi pour le système nerveux. Il a beaucoup de qualités comme ça, de propriétés très, très intéressantes. Voilà, ça c'était la question. C'est vrai que c'est mieux de faire une détox parce que là, après Noël, souvent, avec grand plaisir, Colorine Création. Au moment de Noël, en fait, après Noël, hein, quand on a bien fait des excès et tout pendant les fêtes, on voit souvent comment faire une détox après les fêtes. Non. On fait pas de détox après les fêtes. On va se reposer tranquillement, on va manger des soupes, on va essayer d'équilibrer son alimentation. Mais non, on va pas... Ouais, peut-être qu'on avait parlé du reishi ensemble, 3e œil. Donc, on va pas... faire tout de suite. Donc, le printemps, l'été, ce sont des meilleures saisons pour prendre des plantes qui vont aider les organes à se détoxifier, les drainer un peu. Voilà. Mais le reishi, il est très bien parce que déjà, il n'y a aucune toxicité, il est respectueux, il va être régénérant, il va être protecteur, hépatoprotecteur, détoxifiant, des métaux lourds. Alors, les champignons aussi, ce qu'ils ont, c'est qu'ils sont chélateurs des métaux lourds. Et ils font ça dans la nature, ils font ça aussi quand on les prend. Donc, c'est super intéressant aussi pour tout ça. Ouais, donc le reishi, c'est très très bien pour aussi les personnes qui ont un peu de nervosité, des troubles de l'attention, des choses comme ça. Je dis pas que ça soigne, encore une fois, je fais des petites parenthèses de temps en temps comme ça pour pas qu'on détourne mes propos. Je suis pas pharmacienne, je suis pas médecin, etc. Mais je donne les propriétés qui sont prouvées, qui sont étudiées. Il y a des milliers d'études sur le reishi. Vous pouvez aller sur PubMed, vous tapez reishi, propriétés, mycothérapie. Vous allez trouver plein de choses. Oui, il est très bien aussi. Enfin voilà, oui, pour le système immunitaire, il est endorégulateur également. Ouais. Fait MJ, salut, bienvenue. Oui, crinière de lion. Alors oui, alors peut-être aussi que on voit beaucoup de pubs en fonction de nos questionnements actuels. Mais c'est vrai que quand même, crinière de lion ou lion's mane en anglais
a quand même pas mal de publicité. Et il le mérite. Il le mérite. C'est un très très bon champignon qui va avoir des propriétés intéressantes pour le système nerveux, pour les intestins. Il va être très bon pour cet axe-là, cet axe intestin-cerveau. Un super champignon qui est extrêmement riche en vitamine B, qui aide à la remyélinisation, donc intéressant aussi pour les personnes qui ont des maladies neurodégénératives, etc., en soutien d'un traitement conventionnel. Très bon champignon, le champignon crinière de lion. Donc, que vous dire d'autre sur... alors, par rapport à vos questions. Ah oui, j'avais aussi... est-ce qu'il peut y avoir un lien entre la perméabilité intestinale? Ça, c'était Caro, mieux dans son corps, qui m'avait posé cette question. Est-ce qu'il y a un lien entre la perméabilité intestinale, donc j'imagine une hyperperméabilité intestinale, et l'hypersensibilité? Alors, l'hypersensibilité, peut-être il faudrait spécifier un petit peu, mais je vais essayer de répondre de manière générale. Si les intestins sont en mauvais état, si ils ne sont plus capables de faire barrière, il y a énormément de toxines qui peuvent passer dans le sang et effectivement créer de la toxicité un peu partout et créer des problèmes un peu partout et affoler un petit peu le système immunitaire. Donc oui, il peut y avoir effectivement un lien entre hyperperméabilité intestinale et hypersensibilité, ça c'est certain. Il y a aussi le problème de l'histamine. Si on a les intestins en vrac, on ne va pas pouvoir produire suffisamment d'enzymes pour gérer l'histamine du corps et alimentaire. Donc ça, on en reparlera, je pense, j'espère pouvoir faire un live vraiment sur l'histamine, parce que ça, c'est un problème qui concerne beaucoup de gens. L'histamine, en fait, c'est une molécule qui va agir sur plusieurs mécanismes physiologiques du corps, comme par exemple l'inflammation, les allergies, tout ce qui est sensibilité nerveuse, donc excitabilité nerveuse, l'acidité gastrique, tout ce qui est système cardiovasculaire, rythme cardiaque, etc. Donc, vous pensez bien que si trop d'histamine passe dans le corps, qu'elle n'est pas gérée par suffisamment de DAO quand les intestins ne peuvent plus en produire correctement, on risque d'avoir des petits soucis et une hypersensibilité. Aussi nerveuse, hein, puisque l'histamine, c'est comme une loupe en fait. Ça va, si vous avez des douleurs, vous allez plus les ressentir. Si vous avez une inflammation, elle va s'aggraver puisque c'est pro-inflammatoire, etc. Ouais, c'est passionnant le pouvoir des plantes, hein, bien sûr. Hein. Et on me dit parfois, oui, mais moi je veux y arriver naturellement, mais en fait, les plantes, déjà, c'est tout à fait naturel. L'être humain, il s'est toujours servi des plantes. Même les animaux se soignent avec les plantes. Salut Sophie. Ça fait plaisir. Bienvenue. Salut Renaud, Karine. Karine, hein, on va t'appeler, parce que je vais t'appeler Karine tout court. Voilà. Salut, bienvenue à tous. Émilie, bonsoir, bienvenue. Donc voilà, on est en train de parler d'hyperperméabilité intestinale, d'hypersensibilité. Et c'est vrai, il peut y avoir des liens, quoi. Il peut y avoir activation immunitaire, il peut y avoir... enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être accrues, notamment on peut se sentir plus stressé, etc. Ça a beaucoup d'incidence. Hein. Ah d'accord, ben bienvenue Émilie alors. Super. Ah, vous êtes venue en bande, hein. Voilà, donc de quoi parlions-nous? Donc après, j'avais préparé peut-être 2-3 sujets. Si vous aviez des questions, elles sont les bienvenues. Troisième œil m'a demandé si j'allais bien. Bisquette aussi m'avait demandé si j'allais bien. Ah bah merci d'avoir partagé mon live, Kenza, c'est cool. Eh bien oui, je vais bien. Je vais bien. Et je crois que un des facteurs qui
qui font que j'ai plus d'énergie, c'est de danser. Ça m'apporte beaucoup. C'est d'essayer de bouger tous les jours. Et ça fait vraiment une grande différence. Alors tiens, par exemple, pour essayer de combler un petit peu là, parce qu'il y a un petit silence et tout, je sens que vous êtes timide. Faut pas être timide, hein. On est là, vous pouvez aller si vous avez vos questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, pourquoi faut-il éviter les fruits crus à la fin des repas? On me pose souvent cette question, pourquoi il faut éviter les fruits crus à la fin des repas? Ben, ça, c'est... Ouais, d'accord, troisième œil. Ok, Mélina. J'ai bien vu ta question. Eh bien, parce que ça va gêner le fruit cru, il n'est pas digéré du tout dans l'estomac, donc il va gêner mécaniquement déjà. Donc il va rester comme ça, il va gêner la digestion des autres aliments. Par exemple, les protéines, elles vont commencer à être digérées dans l'estomac, les amidons vont commencer à être digérés dans l'estomac, mais les fruits crus, pas du tout. Donc ils vont rester comme ça, de longues, enfin peut-être probablement des heures. Ça peut rester des heures comme ça. Et commencer à fermenter et gêner la digestion des autres aliments. Donc c'est un peu problématique déjà à ce niveau. En plus, ils sont acides et ils vont venir aussi perturber au niveau chimique. Donc la digestion et probablement parfois même inhiber un petit peu certains enzymes digestifs. Qu'est-ce que je pense du jeûne intermittent? Personnellement, eh bien, moi, je trouve que c'est pas mal pour des personnes qui ont besoin, qui éprouvent le besoin de s'alléger ou d'équilibrer un petit peu leurs apports alimentaires et de permettre justement à leurs organes de fonctionner, leurs émonctoires de fonctionner plus facilement. Je suis pas spécialiste du jeûne intermittent du tout, mais je préfère le jeûne du dîner. Voilà, moi ce que je dirais, c'est que il vaut mieux jeûner le soir au dîner plutôt que le matin au petit déjeuner, parce que le matin, on a besoin quand même d'énergie pour bien démarrer la journée. Et notamment, c'est mieux de prendre un petit déjeuner plutôt gras, protéiné et salé que sucré. Donc oui, le jeûne intermittent, mais attention, le matin, on peut forcer un petit peu sur le cortisol, on peut se fatiguer, quoi. Bonsoir Marie-Soudis, bienvenue. Voilà, donc les fruits crus à la fin des repas à bannir. Les fruits crus, je les recommande uniquement au goûter. Et déjà, avec ça, vous faites un grand pas au niveau de votre santé digestive. Et je rappelle que la tomate est un fruit et qui reste d'ailleurs acide même quand il est cuit. Donc la tomate au repas, c'est très problématique à équilibrer et à vraiment à considérer comme quelque chose de ponctuel. Voilà, surtout quand c'est mélangé avec des amidons comme les pâtes par exemple, le riz et tout. Ça le fait pas. Alors, merci. Comment améliorer les troubles digestifs quand ils sont liés au stress ou à l'anxiété? Eh bien, moi, j'irais plus vers déjà essayer de régler les problèmes de stress et d'anxiété. Ça peut être déjà donc voir qu'est-ce qui se passe exactement. On peut faire un bilan équilibre nerveux, donc je propose ça, hein, un bilan équilibre nerveux, à travers des questionnaires très ciblés et élaborés par un neurobiologiste. Donc j'arrive effectivement à faire une sorte de cartographie de votre neurochimie. Et déjà là, on sait mieux, comment nourrir le système nerveux pour qu'il puisse mieux gérer le stress. Ensuite, bien sûr, après on va avoir des techniques comme la cohérence cardiaque et tout. Et les plantes, effectivement, il y a des plantes qu'on va cibler en fonction des résultats qu'on a obtenus au bilan équilibre nerveux. Certaines plantes vont favoriser la sérotonine, par exemple, d'autres le GABA, qui sont deux neurotransmetteurs très importants, qui vont être plutôt inhibants et qui vont apaiser comme ça, qui vont apporter sérotonine, sérénité, du calme. Voilà, donc déjà, essayez de voir
ce qui se passe vraiment à la source, d'où vient ce stress, d'où vient cette anxiété. Et ensuite, bien sûr, il y a certaines plantes, certains champignons médicinaux aussi, hein, pour revenir à ça. C'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout une mode. Les champignons, je les utilise très très fréquemment et j'en suis très convaincue. Donc, comme on disait tout à l'heure, effectivement, le reishi qui est très apaisant, il y a aussi l'éricium qui va venir cibler là la santé intestinale. Donc, et puis on va voir ensuite comment ça se manifeste, ces troubles digestifs. Est-ce qu'il y a un reflux gastro-œsophagien? Par exemple, là, on a les bourgeons de figuier qui sont très bien pour ça parce qu'ils ont deux actions qui répondent à ta question troisième œil photothérapie. Excuse-moi, ton nom en entier, je ne l'ai pas en entier et ça me revient pas exactement. Si tu peux me le dire, Mélina, le nom de ton compte. Oui, donc ce que je disais, c'est que, eh bien, je ne sais plus. Ça va me revenir. Mais en tout cas, oui, voilà, essayer oui, voilà, le figuier, le bourgeon de figuier, donc il va avoir un effet à la fois apaisant sur le système nerveux et aussi au niveau de la santé gastrique. Il est souvent recommandé hein, pour l'hyperacidité gastrique. C'est quoi une plante fraîche standardisée? Ouais, ça c'est un petit peu pointu ça. Un extrait de plante fraîche standardisée? Ouais, c'est les EPS, c'est des comment dirais-je, des extraits de plantes fraîches. Donc on a vraiment là l'essence de la plante, vraiment on a les propriétés de la plante qui sont bien préservées. Hein. Mais je ne saurais pas vous dire exactement voilà, comment c'est fait. Mais je sais en tout cas que c'est fait à base de plantes fraîches. Parce que parfois quand on sèche les plantes, on va perdre un petit peu de leurs propriétés. Ouais, stress et manque de magnésium, c'est courant. Ben oui, 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 tout à fait. Hein. Moi, je pense qu'on devrait tous prendre un peu de magnésium régulièrement. Alors, magnésium, pas n'importe lequel, hein, parce que certains magnésiums finissent dans les toilettes, systématiquement. Donc, prenez plutôt, par exemple, un bisglycinate de magnésium, quelque chose comme ça, qui contient aussi de la vitamine B6. Donc, il faut qu'il y ait les cofacteurs et un peu de taurine. Donc, ensemble, ils seront mieux assimilables. Bonsoir, Jalila. Oui, 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 EPS, c'est très bien, c'est une bonne qualité au niveau des remèdes à base de plantes. On a quelque chose d'intéressant avec les extraits de plantes fraîches. Voilà. Voilà, donc vos questions sont super intéressantes. Hein. Sont super intéressantes. Et il faut voir aussi hein, quand il y a nervosité, stress, etc., problèmes digestifs. Hein. Donc là aussi, ça c'est quelque chose que je propose et que je demande à chaque fois, lors de toutes mes consultations, je regarde du côté de l'histamine. S'il n'y a pas une petite sensibilité à l'histamine, parce que l'histamine, ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une loupe et ça va venir aussi apporter de l'excitabilité nerveuse, des problèmes gastro-intestinaux, enfin vraiment pas mal de soucis quoi. D'accord, bienvenue Noria. C'est génial, super, vous êtes venues nombreuses. Quel magnésium? Et que pensez-vous du magnésium marin? Alors après, ça on entrera dans les détails, je ferai certainement un live sur le magnésium, sur les compléments alimentaires et tout. Mais pour le côté détente et assimilation, je dirais plutôt bisglycinate de magnésium. Certains recommandent le citrate, mais le magnésium marin a pour réputation d'être pas très bien assimilé. Il est souvent recommandé, mais il est pas très... Si, 34, 27. Bonsoir. Bienvenue. Alors oui, il est... Voilà, le magnésium marin, c'est pas forcément le mieux assimilé par l'organisme.
Donc bisglycinate couplé à de la B6 et de la taurine, là vous allez avoir une meilleure assimilation. Et puis pensez aussi aux aliments qui contiennent beaucoup de magnésium déjà à la base. Mais bon, voilà. Quand on est vraiment fatigué, on a besoin quand même d'envoyer les renforts. Hein. Et il est 35. Il est déjà 35. Le temps passe vite avec vous. Hein. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Voilà, bah en tout cas, j'étais vraiment ravie de faire ce live avec vous. 10 personnes en même temps. Le live, je vais le remettre de toute façon en replay, ça c'est clair. Et tous les mardis soirs à 20 h, c'est un rendez-vous. Vous pouvez préparer vos questions à l'avance. Salut Kenza, merci encore. Salut, c'était super que tu sois là. Et oui, alors vraiment, préparez si vous avez des questions. Vous pouvez même me les envoyer à l'avance, comme ça je pourrai préparer un petit peu ma réponse. Et puis voilà, ça peut être un rendez-vous hebdomadaire comme ça, qu'on puisse se retrouver, je bafouille, qu'on puisse se retrouver tous les mardis. Alors pour les problèmes de gaz, ouais, bah écoutez, alors pour les problèmes de gaz, bah déjà on peut essayer de prendre des plantes digestives, donc la menthe poivrée, faire des petites tisanes à la fin des repas. Il faut essayer de comprendre pourquoi on a ces gaz hein, aussi, hein, ça c'est super important. Hein. Donc on a la menthe poivrée, on a l'anis étoilé, on va avoir des plantes comme l'anis vert, je dis l'anis étoilé mais il y a l'anis vert aussi, l'acorus calamus il me semble, qui est très bien pour ça aussi. Donc il faut se demander aussi pourquoi en fait on arrive à avoir des gaz. Donc ça c'est réglage alimentaire déjà à la base, il faut voir vraiment comment on mange, quelles sont les associations alimentaires qu'on fait. Et ça se voit plutôt en consultation. Et effectivement, on a une tolérance trop importante par rapport à ces petits soucis de digestion. Normalement, on ne devrait pas avoir des gaz. Hein. Donc s'il y a des gaz, c'est qu'on digère mal. Et pourquoi est-ce qu'on digère mal et qu'est-ce qu'on digère mal? Ça se fait plutôt en consultation parce que c'est au cas par cas. Avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Je vous dis au revoir. J'ai pas envie de vous quitter, mais je vous dis à mardi prochain à 20 h avec grand plaisir. Au revoir tout le monde. On dirait que je me fais coucou à moi-même et c'est à vous que je fais coucou. Allez, salut. À mardi.